Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Béni toujours sous le choc en République démocratique du Congo, la ville de la province du Nord Kivu a été secouée le 27 juin par l'explosion de 2 bombes artisanales. L'auteur de la deuxième détonation a pu être identifié. Le lancement du projet pilote Utilities 2.0 Twake en Ouganda. Ce projet, financé par la fondation Rockefeller, doit fournir une énergie universelle à moindre coût. 2 sites sont concernés, ceux de Nyelge et de Kiwumu. Et puis l'impact de la fermeture de la plage Léomba pour les petits commerçants au Gabon. Les vendeurs de coco notamment ont été sévèrement impactés. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le limogeage des ministres de la Défense et de la Sécurité au Burkina Faso. Chérif Sy et Ousseni Compaoré ont été limogés ce 30 juin par le président Roch-Marc Christian Kaboré. Sur les réseaux sociaux, le chef de l'État affirme que cette mesure traduit la détermination du gouvernement à surmonter la crise sécuritaire que connaît le pays. Cette décision est aussi un geste d'apaisement. L'opposition réclamait depuis la mi-juin la démission du Premier ministre et celle du ministre de la Défense face à la dégradation de la situation sécuritaire. L'opposition qui a d'ailleurs annoncé le 25 juin suspendre sa participation au dialogue politique, dialogue qui doit reprendre ce 3 juillet. Béni encore sous le choc après l'explosion de 2 bombes artisanales survenues dimanche 27 juin. La première attaque a pris pour cible une église catholique. L'autre a été perpétrée près d'un bar. L'auteur de ce deuxième incident a d'ailleurs été identifié par les autorités congolaises. Un sujet de la rédaction. Le calme après la tempête. En République démocratique du Congo, le père Isidore Mazingo Kambal vient constater les dégâts après l'explosion d'une bombe artisanale dans cette église catholique de la ville de Béni. L'incident, survenu le dimanche 27 juin aux alentours de 6 heures, a fait 2 blessés, clavier cassé, banc brisé. Les dommages matériels sont considérables. Cet incident continue de semer la peur dans le cœur des chrétiens car notre paroisse comprend beaucoup de personnes déplacées qui ont dû fuir la guerre et sont venues trouver refuge dans cette ville. Mais quand la ville finit par être touchée par le conflit, c'est encore pire. Après cette explosion qui visait une cérémonie de confirmation, l'heure est à la vérité. À qui imputer cette attaque? Les suspicions tournent autour des ADF, les forces démocratiques alliées. Ce groupe armé d'origine ougandaise est affilié à l'État islamique et responsable de nombreux massacres qui ont fait au moins 6000 morts depuis 2013. À Béni, la peur au sein de la population ne s'est pas dissipée, une crainte qui a contraint les autorités à prendre des mesures en conséquence. Les écoles, les églises, les marchés restent fermés pendant 48 heures. Je ne veux pas voir d'attroupement, mais nous appelons tout le monde au calme. Plus tard dans la même journée, la ville de Béni a de nouveau été secouée par l'explosion d'une bombe artisanale près d'un bar vers 19h30. Une explosion qui a fait 1 mort en plus du porteur de la bombe. Le kamikaze a d'ailleurs été identifié par les autorités comme membre des ADF. Dans le reste de l'actualité, il fait son grand retour au Tchad après 21 ans d'exil. L'ancien opposant Hassan Fadoul Kittir a été reçu en audience ce mercredi par le président de transition, Mahamat Idriss Déby. Un retour acté au nom de la réconciliation, autrefois proche de l'ancien chef de l'État, Idriss Déby Itno. Celui qui était aussi son ancien conseiller spécial avait trouvé refuge au Togo en raison de son implication dans l'affaire dite des faux dinars de Bahreïn. C'est d'ailleurs dans le cadre de ce dossier qu'Hassan Fadoul Kittir avait été arrêté à Lomé en 2010. La même année, il avait été condamné par contumace par le tribunal correctionnel de Paris à 5 ans de prison. La Banque africaine de développement soutient l'insertion professionnelle des jeunes en Mauritanie. 2 accords ont été scellés ce lundi par le ministre mauritanien des Affaires économiques, Ousmane Mamoudou Kane, et le directeur général de la BAD pour l'Afrique du Nord, Mohamed El Azizi. Ces 2 accords qui concernent un financement de plus de 8 millions de dollars permettront également de mettre en place le projet d'appui à la gouvernance économique et à la gestion des investissements. Aïssatou Paris. Les autorités mauritaniennes et la BAD, Banque africaine de développement, ont signé en Nouakchott 2 accords de dons de plus de 8 millions de dollars pour promouvoir l'emploi des jeunes et la gouvernance. 700 000 jeunes entrepreneurs bénéficieront des opportunités générées par les chaînes de valeur des différents secteurs économiques.
Ce nouveau projet vise donc à soutenir les efforts du gouvernement et continuer à soutenir les efforts du gouvernement dans l'amélioration de la qualité de vie des jeunes de 15 à 24 ans qui ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation, en particulier les jeunes femmes dans les régions de Brakna à travers le développement des compétences et de l'entrepreneuriat. Le premier don de 4 millions de dollars permettra d'améliorer l'insertion professionnelle de plus de 5 000 jeunes grâce à de nombreux services de conseil et d'orientation. Le second don de près de 4,3 millions de dollars va améliorer l'exécution et le suivi de l'investissement public, appuyer les organismes publics et parapublics chargés de la promotion des investissements privés en Mauritanie. Monsieur le directeur général, mesdames, messieurs, le deuxième protocole d'accord vient accompagner les efforts du gouvernement en vue d'asseoir les bases d'une gouvernance économique efficace et améliorer la gestion des investissements. Il apportera aussi un appui technique à l'Agence de promotion des investissements, APIM, aux structures en charge des PPP et du suivi des investissements. Selon les autorités, ces deux signatures témoignent d'une coopération fructueuse et multiforme entre le pays et la BAD. Rappelons que l'institution financière intervient en Mauritanie depuis plus de 50 ans. Elle intervient dans divers secteurs stratégiques de développement de l'agriculture. Assurer un accès énergétique plus efficace en Ouganda, c'est tout l'enjeu d'un projet pilote dénommé Utilities 2.0 Twake. Ce projet mené par Oumeme, le plus grand distributeur d'énergie dans le pays, est financé par la fondation Rockefeller. Il devrait aussi réduire les coûts d'accès à l'électricité. Un sujet de Viviane Baoken, commenté par Ruth Moussi. Baptisé Utilities 2.0 Twake, le projet nouvellement mis en service en Ouganda par Oumeme, la plus grande compagnie d'électricité ougandaise, est conçu pour réduire de moitié ce coût d'investissement en s'appuyant sur une énergie intégrée, laquelle combine une technologie centralisée et décentralisée, notamment des mini-réseaux solaires, des réseaux et des systèmes de réseaux intelligents dans un réseau énergétique intelligent et interactif qui peut fournir des solutions énergétiques propres et centrées sur le client. L'objectif est de mettre fin à la précarité énergétique à moindre coût et transformer des milliards de vies plus rapidement que des approches isolées. Dans le cadre de ce projet, Equatorial Power a le potentiel de connecter 360 ménages et entreprises. Nous avons déjà connecté plus de 300 clients et espérons faire plus parce que nous avons observé que nos clients créent des entreprises. Nous avons également collaboré avec Emergrow pour promouvoir le financement des appareils électroménagers qui visent à augmenter le niveau de consommation de la communauté en énergie. Nous travaillons aussi avec l'entreprise East African Power pour améliorer l'utilisation de l'énergie. Dans un pays où seulement 28% de la population accède à l'électricité par le réseau central, il faudrait plus de 10 millions de clients à l'Ouganda pour atteindre une offre énergétique universelle. Actuellement, l'extension du réseau est le seul moyen de fourniture de services électriques pour un coût moyen de $1 400. Pour résoudre ce déficit, l'Ouganda devrait consentir un investissement de près de 7 milliards de dollars, soit 1/5 du PIB du pays, estimé à 35 millions de dollars. Nous ne créons pas uniquement un secteur d'électricité pour les villages qui ont été en manque d'électricité pendant des décennies, mais nous améliorons également la qualité de vie. Nous stimulons le développement économique en trouvant des solutions pérennes qui vont aider une communauté entière à avoir accès à un système énergique plus efficace. Avec Utilities 2.0 Twake, l'Ouganda rejoint un réseau mondial croissant d'initiatives intégrées énergétiques. Ces leaders mondiaux réunis travailleront avec le gouvernement pour réaliser le premier mini-réseau interconnecté d'ici juin 2022. Au bord de la plage Léomba, la vente de noix de coco attire de nouveau du monde. Pourtant fermé depuis mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, ce site est un lieu prisé des touristes. Une aubaine pour les vendeurs de coco qui ont vu leurs revenus baisser en raison de la crise sanitaire. Marie-Colette Babasagana. Plage Léomba, lieu de détente et de retrouvailles. Ce site pourtant fermé au public dans le cadre de la lutte contre le coronavirus continue malgré tout d'exercer un attrait chez certaines personnes.
Les forces de l'ordre qui ont reçu mission de faire respecter la mesure gouvernementale sont présentes pour dissuader tous les contrevenants à la décision. Tout au bord de la mer, des petits métiers se sont greffés pour le bon plaisir des touristes. C'est le cas de la vente des noix de coco, l'un des métiers les plus prisés et qui draine les foules. Depuis 5 km du bord des mers pour venir acheter le noix de coco. J'aime plus le jus que le noix de coco elle-même, parce que quand je prends ça, ça me donne la joie au cœur, quoi. Bon, plus particulièrement, on nous dit que ça nettoie les reins, ça te soulage plus par rapport à quand tu prends des jus de la canne à sucre. Là, tu prends ça 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine et ça me soulage plus. Si pour les touristes, la fermeture de la plage en mars 2020 par le gouvernement ne permet plus d'avoir les pieds dans le sable ou de se livrer à une partie de beach volley, pour les vendeurs de noix de coco ou encore les photographes, les recettes journalières ont drastiquement baissé. Depuis mars 2020, vraiment ça ne va pas autour des activités qui sont au niveau de la plage, comme par exemple la photographie, parce qu'auparavant, comme toujours, il y avait pratiquement des milliers de personnes à la plage. Les dimanches, des milliers de personnes qui pouvaient se retrouver à la plage. Mais depuis que le corona a commencé, vraiment, c'est une catastrophe en fait. Rappelons qu'avant l'arrivée de la Covid-19, la plage lycée Léon-Mba attirait des milliers de personnes. En famille, en couple ou en solitaire, les touristes, pour immortaliser ces moments uniques, se livrent à des selfies tout en savourant le jus de coco. Un mot de sport à présent avec le portrait de ces Africains qui ont marqué le Tour de France. Cette année, le coureur Nicolas Dlamini entre dans l'histoire. À 25 ans, il est le premier Sud-Africain noir à participer au Tour de France. On fait le point avec José Douglas. Né au Cap, 25 ans, Nicolas Dlamini est le premier coureur sud-africain grandi dans un township à avoir participé au Tour de France. Ce garçon qui a grandi sans son père et doit sa formation au centre africain monté par l'Union cycliste internationale, l'UCI. Il a aussi participé au départ de la Volta à 2 reprises en 2019 et 2020 et il est sélectionné pour les prochains Jeux olympiques de Tokyo. Il se dit heureux après avoir appris la nouvelle. Un rêve d'enfant. Maintenant que je suis sur le point de le vivre, cela me semble surréaliste. D'autres coureurs africains se sont illustrés sur le Tour, comme Daryl Impey, premier Africain porteur du maillot jaune de leader durant 2 jours. En 2013, il a remporté la 9e étape. En 2019, élu meilleur cycliste africain de l'année. La première victoire d'étape d'un coureur du continent est à mettre à l'actif du Sud-Africain Robert Hunter en 2007 à Montpellier. D'autres noms se sont encore illustrés, comme l'Érythréen Daniel Teklea Manot en 2015, qui a porté le maillot à proie de meilleur grimpeur 4 jours d'affilée. Daniel Teklea Manot, issu d'une famille de 12 enfants, a réussi à sortir de sa condition grâce au cyclisme, sport numéro 1 en Érythrée. Sans oublier Merkari Kudus, l'année suivante, un autre Érythréen, Nathanael Beran, prenait part à ce tour. En 2016, 6 Africains participent à la grande boucle. Les Érythréens Daniel Teklea Manot, Nathanael Beran, les Sud-Africains Daryl Impey, Louis Menges, Reinhard Jans van Rensburg et l'Éthiopien Gabou Germé. Ce dernier qui avait auparavant découvert le Giro en Italie et la Vuelta en Espagne en 2017, une équipe sud-africaine, Dimension Data, s'est engagée dans la compétition et Beran était submergé par l'émotion. En fait, il y a 2 plus beaux jours, la naissance de mon premier fils il y a 2 mois et le départ du Tour de France au Mont-Saint-Michel. Quand j'étais petit, tout le monde suivait les étapes dans les bars ou dans les cinémas. J'étais loin de me douter qu'un jour je serais moi aussi de l'autre côté de la mer. Pour ce Tour 2021, plusieurs coureurs du continent ont pris le départ, dont les Sud-Africains Stéphane Dibod du club Astana, premier Tech, Lumenges d'Intermarché, Wanty, Gobert Materio, Nicolas Dlamini de Kubeka, et puis Nasser Boani, dont on ne parle pas beaucoup, il est de nationalité française, il appartient à Arkea Samsic, né dans les Vosges, mais d'origine algérienne. Bonne chance à tous nos coureurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.